Mardi, Emmanuel Macron a annoncé à New York que la France accueillera en octobre une conférence pour répondre à l'urgence en République démocratique du Congo. La crise humanitaire est aiguë et les combats ont repris dans l'est du territoire alors même qu'au mois de juillet, Kigali et Kinshasa avaient signé le premier volet des accords de paix censés mettre fin à plus de 30 ans, j'ai bien dit 30 ans de conflits armés. Tout espoir est-il aujourd'hui vain? Bonjour Thierry Vircoulon. Bonjour. Vous êtes un fin connaisseur de cette région, vous êtes coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI. Je vous propose tout d'abord de faire un peu de pédagogie, de nous expliquer ce qui se passe dans cette région. 30 ans, c'est absolument vertigineux. Oui, c'est en 1996 que l'armée rwandaise est rentrée au Kivu, dans l'est du Congo, la première fois. Et donc, c'est quasiment il y a 30 ans, en tout cas, ça sera 30 ans l'année prochaine. À partir de 2022, il y a eu une reprise du conflit entre la RDC et un groupe armé qui s'appelle le M23, qui est un proxy du Rwanda et qui combat dans les Kivu avec l'armée rwandaise contre l'armée congolaise et qui a pris les deux principales villes des Kivu que sont Goma et Bukavu au début de cette année. Mais alors justement, que prévoyaient les accords de paix qui ont été signés le 27 juin dernier? Pourquoi ceci, semble-t-il pas réussi? Alors le processus qui a été défini au printemps dernier, c'était un processus en 4 accords. Donc un premier accord entre Kinshasa et Kigali, qui était un accord sécuritaire. Après, il devait y avoir un accord de paix entre le M23 et le gouvernement congolais. Et puis un accord de coopération économique entre la RDC et le Rwanda. Et puis ensuite, des accords de coopération économique avec les États-Unis et les deux pays. Donc c'est un processus en 4 étapes très compliqué et qui était censé être mené en 3 mois. Donc on a déjà dépassé le calendrier. Et en fait, le premier accord a été signé fin juin entre Kigali et Kinshasa sous l'égide des États-Unis, qui est un accord sécuritaire et qui prévoyait un cessez-le-feu. Et donc ça n'a plus lieu puisque les combats ont repris à partir de cet été. Est-ce qu'on peut dire, Thierry Vircoulon, que ce sont des pays très pauvres? Je pense à la RDC. Le Rwanda est un pays qui demeure pauvre, mais dont le niveau de vie a quand même cru et qui est supérieur à ses voisins. Des pays très pauvres avec des sous-sols très riches Oui, c'est tout à fait ça, enfin surtout pour la pour RDC, la parce que RDC. le Rwanda n'a pas les ressources minières qu'a la RDC. Et en effet, l'un des moteurs de cette conflictualité dans les Kivu, c'est le contrôle des ressources minières de cette zone qui est riche en or, mais aussi dans ce qu'on appelle les 3T, c'est-à-dire des minéraux qui sont très utiles dans l'électronique. Ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'accord en raison donc de ces richesses. Il y a surtout une lutte pour contrôler ces Mhm. richesses entre, en effet, Kigali et Kinshasa, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs qui font partie de cette lutte. Par exemple. Bah, des groupes armés qui sont innombrables dans la région. On en compte plus de 100 dans les Kivu. Mais le plus puissant actuellement, c'est en effet le M23 qui fait beaucoup de contrebande de minerais. On va écouter le président de la RDC, Félix Tshisekedi. C'était hier à la tribune de l'ONU. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Une explication de texte, Thierry Vircoulon. Il y a depuis que le conflit du M23 a repris, enfin depuis surtout la chute de Goma et de Bukavu, une campagne qui est menée sur le thème du génocide au Congo, alors qui surtout menée par des organisations de la société civile congolaise, mais qui est maintenant reprise, comme on l'a entendu, par le gouvernement.
et qui donc affirme qu'il y a un génocide en cours dans les Kivu et dont l'auteur serait le M23 et derrière lui évidemment le Rwanda. Bon, donc on a cette situation-là qui demeure, qui semble s'enquister et qui se déroule dans un relatif désintérêt de la communauté internationale, on peut dire ça? Non, on peut pas dire ça, mais si vous voulez, en ce qui concerne cette question du génocide, par exemple, cet été, il y a eu plusieurs rapports de l'ONU, d'Amnesty International, d'Human Rights Watch, qui en fait ont expliqué que toutes les parties au conflit, c'est-à-dire que ce soit les forces antigouvernementales ou les forces pro-gouvernementales, commettent toutes des atrocités, donc contre les populations civiles. Et en fait, c'est un conflit qui est très bien documenté et suivi, mais on voit que les initiatives de médiation échouent toutes et pour le moment, l'initiative américano-qatari a l'air d'être enlisée à Doha, parce que c'est là-bas que les négociations ont lieu. Et c'est une énième tentative pour résoudre ce conflit, mais pour le moment, on sent qu'elle patine. Elle patine avec des négociations qui sont en cours à Doha entre le M23 et les délégations congolaises. Comment ça se passe? Bah, ça se comme on vient de le dire, c'est enlisé, ça n'avance pas. Normalement, l'accord aurait dû être signé, cet été, donc maintenant on est, fin septembre et ça, c'est juste l'accord numéro 2, hein, l'accord numéro 1, comme on le disait tout à l'heure, a été violé déjà. Le problème, c'est évidemment le contrôle politique et militaire, des Kivu, et donc le gouvernement congolais et le M23 doivent se mettre, d'accord là-dessus. Évidemment, dans la situation actuelle, ça ne pourrait être qu'une sorte de contrôle partagé, et c'est justement ce que ne veulent pas ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas d'accord sur les termes de ce que pourrait être un contrôle partagé politique et militaire des Kivu entre eux. Quand je disais que la communauté internationale s'en désintéressait, pas la communauté institutionnelle, puisque vous avez raison, mais ce sont des conflits compliqués à expliquer, notamment parce que peut-être ce que l'on retient du Rwanda, c'est le génocide qui s'y est déroulé. C'est un pays qui suscite la sympathie et dans le même temps, le M23 est, mais je vais vous laisser le nommer, une émanation du Rwanda dirigée par le Rwanda. Oui, le M23, c'est le bras armé de l'armée rwandaise dans les Kivu. Et d'ailleurs, l'armée rwandaise est toujours présente dans les Kivu, elle est pas partie. Donc, vous avez à la fois ce groupe armé, plus l'armée rwandaise qui est sur le territoire congolais. Ce qui veut dire que finalement, dans ce contexte-là, le M23 et donc le Rwanda jouent le mauvais rôle. Bah, à partir du moment où ils ont agressé leurs voisins, ils sont rentrés sur leur territoire, oui. C'est tout à fait cette situation que dénoncent les autorités congolaises et qu'ont dénoncé d'ailleurs la France, la Belgique et les États-Unis à de nombreuses reprises. Et donc Est-ce ça, c'est un fait clair et avéré. est-ce qu'il est possible de faire pression sur le Rwanda? Bah, des pressions, Washington en a fait, ils ont fait signer cet accord en juin, entre les 2 parties. Donc, il y a bien sûr, des pressions. Mais, entre signer un accord et l'appliquer, après il y a encore si je puis dire, une grande différence et comme on l'a vu, le premier accord, qui a été signé, fin juin, a été violé, pendant l'été. Les combats ont repris. Ils continuent d'ailleurs maintenant parce que justement les négociations à Doha sont enlisées. Par conséquent, oui, il y a des pressions, mais on voit que pour le moment, elles n'ont pas permis de débloquer la situation. Ce qui me terrifie par ailleurs, c'est que c'est une région où on peut compter les morts en millions. On parle de 6 millions de morts. On ne sait pas combien il y a de morts, parce que premièrement, on ne sait pas quelle est la population congolaise, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de recensement depuis le XXe siècle au Congo, et deuxièmement, les estimations de morts sont très instrumentalisées et manipulées. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, la prise de Goma, au début de cette année, a fait environ 3000 morts. Voilà, ça c'est un chiffre qui est à peu près fiable. En ce qui concerne les autres chiffres, il faut être extrêmement prudent. Mais c'est une région qui, donc, on l'a dit depuis 30 ans, est abandonnée à la guerre avec peu d'écho et peu d'espoir, Thierry Vircoulon. Oui, parce que, comme je le disais, la médiation américano-qatari, c'est une énième tentative de régler ce conflit entre les deux pays.
Il y en a eu beaucoup d'autres avant. Le M23, c'est sa 3e rébellion, hein. C'est pas sa première rébellion, c'est sa 3e rébellion. Et donc, on a l'impression que les choses tournent en rond et qu'il y a en effet une sorte enfin, il y a une telle convergence d'intérêts pour faire la guerre qu'on n'arrive pas à trouver le chemin de la paix. Merci beaucoup Thierry Vircoulon. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI. Dans quelques instants, dans une dizaine de minutes, nous serons en capacité de vous donner à entendre Daron Acemoglu. Il est prix Nobel d'économie 2024. On vient de parler du Rwanda, de la RDC. Justement, il s'est notamment intéressé au développement comparé des pays. Il a publié un ouvrage extrêmement important. Pourquoi les nations échouent, c'est en Champ Flammarion, c'est aujourd'hui disponible en poche. Il est 7h30 sur France Culture. Et voici le journal de l'Écho d'Anne-Laure Chouin.